Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Marseille adore les fêtes de Noël et tout ce qui va avec. D'ailleurs, cela dure du 4 décembre, avec le blé de la Sainte-Barbe, jusqu'à la Chandeleur le 2 février. Et oui, tout ce temps-là. Et si nous allons le voir, beaucoup de traditions se perdent, au profit d'un Noël plus français, il reste beaucoup à dire. De la foire au santon, bien plus provençale que biblique, du marché de Noël, du temps des marrons chauds, de la crèche, que tout un chacun a chez soi, du gros souper, le réveillon provençal, avec en vedette les 13 desserts, en passant par les pastorales, spectacles chantés, les Noëls cosmopolites de cette ville-monde, pour finir avec le gâteau des rois de l'Épiphanie et les navettes de la Chandeleur. Tout un programme que je vous invite à suivre. Chaque année, pour le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, le Marseillais achète des graines de blé pour les faire germer sur une couche de coton humide et voir pousser dans une coupelle ces tiges vertes du plus bel effet. Il faut, tradition oblige, les faire pousser dans 3 coupelles pour représenter la Sainte Trinité. Vous pouvez aussi tenter les lentilles. L'essentiel, c'est de profiter de ce spectacle en modèle réduit de la nature, du germe qui apparaît. Ensuite, la tige verte, cela n'est pas sans rappeler notre passé agraire. Le blé naissant, c'est la nature qui s'impose au froid de décembre. Barbe ou Barbara, dont l'origine du nom serait barbare, martyr, fêté le 4 décembre par les catholiques et les orthodoxes, aurait vécu à la fin du IIIe siècle. Le père de la jeune fille souhaitait la marier contre son gré. Face à son refus, il l'enferme dans une tour pourvue de 2 fenêtres. De retour d'un voyage, il apprit la conversion de sa fille à la foi chrétienne et le percement symbolique d'une 3e fenêtre, référence à la Sainte Trinité. Refusant d'abjurer sa foi en dépit de ses supplices, on lui arrache les seins avec des peignes de fer, on la brûle avec des lames rougies, puis elle est fouettée. Mais par la grâce de Dieu, elle ne ressent pas la douleur. Enfin, elle est promenée nue à travers le pays, tirée par un cheval. Elle implore Dieu et un ange vient cacher sa nudité. Elle refuse toujours d'abjurer, alors son père la décapite. Aussitôt, il est frappé par la foudre et réduit en poussière. Depuis les temps anciens, le 4 décembre, les Provençaux plantent des graines de blé dans 3 coupelles représentant la Sainte Trinité. Les coupelles sont ensuite placées dans la cave ou sur la table de Noël. Traditionnellement, on pouvait se procurer le blé chez les boulangers ou les centeniers. À Marseille, cela a donné une de ces belles histoires que permet parfois la générosité de cette ville de cœur. À la fin des années 90, le responsable du service d'hématologie pédiatrique de l'hôpital de la Timone rencontrait Maggie Roubaud, journaliste à FR3, qui traitait des sujets liés au domaine médical et fit part de ses difficultés liées à la vétusté de son établissement. Il n'en fallait pas plus pour qu'une initiative se monte. Elle rencontre Storion, directeur et propriétaire des Grands Moulins Storion. À son initiative, on va vendre pour pas cher des petits sachets de blé pour respecter la tradition et faire un beau geste. Mais que serait un Noël en Provence sans ses traditionnels santons ? Aussi, la foire au santon, qui a beaucoup changé de lieu à travers les époques, résiste pour le bonheur des petits et des grands. Apparue au début du XIXe siècle dans le cadre du marché de Noël qui se tenait sur le cours, actuel cours Bezels, elle a été très momentanément installée en 1859 au boulevard du Gommier et en 1853 sur l'actuel boulevard Garibaldi. Puis elle a abandonné le cours en 1882 pour les allées de Capucine, aujourd'hui Léon Gambetta, puis gagné 1886 les allées de Meillan, aujourd'hui la partie supérieure de la Canebière, et s'ancré en 2005-2006 sur le cours d'Étienne d'Orve et retourné en 2007 sur la Canebière. Puis s'est tenue de 2009 à 2017 sur la place du Général de Gaulle. Elle a lieu depuis 2017 sur la partie du quai du port proche de l'hôtel de ville. Il fallait bien une foire pour mettre en valeur cet artisanat d'art. Cela a permis au santon d'avoir une renommée bien au-delà de Marseille, la ville de naissance de ces figurines d'argile, fragiles, et qui racontent la Provence comme la nativité. Je vous passe tout l'historique des santons pour ne pas alourdir cet épisode. On en reparlera plus en longueur de cet art si particulier.
Avec la foire des Santons, une autre institution de ce Noël marseillais, le marché de Noël. Historiquement, le marché de Noël est implanté en Europe centrale et en Europe de l'Ouest dans les pays comme l'Autriche, la Suisse et particulièrement l'Allemagne, ainsi que dans l'Est de la France, en Alsace, en Lorraine et en Provence. Plus récemment, ils ont essaimé dans le monde. La première trace de ces marchés remonte au XIVe siècle en Allemagne, sous l'appellation marché de Saint-Nicolas. À Marseille, les premiers marchés de Noël remontent à la fin du XIXe siècle, sur le Vieux-Port et le quai de Rive-Neuve. Les commerçants se trouvent dans des chalets proposant cadeaux, objets de décoration, art de la table, jouets, bijoux, cosmétiques et bien d'autres choses. On peut aussi se restaurer ou faire de la pleine de victuailles de saison, des spécialités culinaires. On peut y voir le Père Noël forcément et faire sa lettre au Père Noël, y voir des animations, des groupes musicaux. Soyons honnêtes, le marché de Noël de Marseille n'est pas aussi célèbre que ceux que l'on trouve dans l'Est de la France. Mais il a le mérite de faire vivre des commerçants soucieux de conserver des produits locaux. Je ne vous apprends rien, la Noël c'est l'hiver et même à Marseille le froid peut être piquant. Aussi pour se réchauffer, et ce qui ne gâche rien, se remplir la panse, c'est la saison des marrons chauds. Même si le châtaignier, originaire du bassin de Méditerranée, fut introduit en Gaule par les Romains et que des châtaignes de Lombardie avaient été vendues en France dès le XIIIe siècle, ces comestibles, que l'on appelle les marrons chauds, apparurent au coin des rues et sur les places publiques à partir du XVIe siècle, en particulier dans les semaines précédant la fête de Noël. Les textes anciens racontent que le Lyonnais, surnommé Benoît, se fit remarquer à Paris, habillé en moine, devant une échoppe près du Palais Royal, allant jusqu'à se présenter comme le marronnier du duc d'Orléans. Marseille accueillait plusieurs de ses confrères en fin d'année. Ces saisonniers, originaires du Dauphiné, du Nivernais et surtout de l'Auvergne, proposaient leur spécialité de septembre à février. Installés devant de petites baraques de bois de 4 mètres carrés, louées par la ville, et quasiment autant de vendeurs qui se contentaient du renforcement d'une porte ou d'un magasin. Appelé marron, il s'agit du fruit du châtaignier, Castanea vulgaris, à ne pas confondre avec les véritables marronniers qui ne sont pas consommables en raison de leur amertume. Ces vendeurs ambulants de marrons chauds se servent d'une production originaire de Corse et du Var. Tous les petits Marseillais gardent un souvenir impérissable de ces vendeurs, incisant l'écorce des châtaignes avec un couteau afin qu'elles n'éclatent pas durant la cuisson à feu vif, les remuant de temps à autre et haranguant d'une voix forte les passants pour leur proposer un cornet roulé dans du papier journal. Chaud les marrons chauds, les marrons chauds. Forcément, ville de Santon oblige, il n'y a qu'un pas pour parler des crèches, à ne pas confondre avec celles de Gênes ou de Naples, œuvres de sculpteurs académiques pour une clientèle fortunée. Ces figurines révèlent d'une technique artisanale, celle du moulage donnant des œuvres multiples. En revanche, à l'instar de la crèche napolitaine ou génoise, la crèche marseillaise offre la représentation d'une population en marche vers la nativité. Mais elle transpose le récit des évangiles dans un passé relativement proche et dans l'espace provençal, alors que la crèche des autres régions françaises tient au seul personnage attesté par Matthieu et Luc, revêtus des costumes d'aspect antique ou oriental. Les prêtres de l'oratoire, qui tenaient le collège de la ville, ont introduit à Marseille vers 1650 la première crèche, sans doute constituée de personnages en bois, dans le cadre d'une association pieuse ou vouée à la dévotion de l'enfant Jésus, un des héritages les plus nets, leur rapport à la quarantaine de Noël, la durée du cycle de Noël en Provence. Ce n'est pas un cycle de 12 jours, comme dans la plupart des autres régions françaises, mais du 24 décembre au 2 février. C'est ce long temps de liesse qui conduira à la construction et à la renommée des crèches provençales. On construit pour la quarantaine autant que cela soit des œuvres. Aussi, à la fin de l'Ancien Régime, il existait dans quelques foyers des boîtes vitrées renfermant une scène de la Nativité avec des sujets en pâte de verre ou en mastic dans un paysage fait de papier froissé. Des spectacles d'automates ou de marionnettes commençaient aussi à mettre en scène la Nativité. Ils allaient connaître le succès au XIXe siècle. Santon vient du mot provençal santoun, signifiant petit saint. Le santon était au XVIIIe siècle une figurine de plâtre ou de bois ou d'argile destinée aux enfants pour jouer à la chapelle, c'est-à-dire imiter les cérémonies de l'église pour leur éducation chrétienne. Il s'agissait d'une variété de taille réduite du santibelli, statuette destinée au foyer qui reproduisait en réduction les statuettes sculptées des églises et avait alors un rôle décoratif.
Le précurseur, c'est Jean-Louis Laniel. D'emblée, ces crèches donnent de très grands nombres de personnages inspirés par les passants des rues de Marseille et les métiers de l'époque. On oublie la simple représentation biblique. Laniel semble avoir d'abord fabriqué des santons entre 10 et 14 cm de hauteur, issus de moules multiples dont le corps, les bras, les chapeaux et les accessoires sont moulés séparément et assemblés à la barbotine. La même technique qui était celle du moulage statuaire était utilisée pour la fabrication des santibelli. On trouve ainsi 3 types de crèches marseillaises. La crèche temporaire, d'abord dressée chaque année dans les églises et les foyers, dans un décor parfois réduit, au minimum, ou au contraire très élaboré, mais en tout cas éphémère, même si certains de ces éléments, tels les tables, sont durables. On confectionne les collines de papier coloré sur un fond végétal fait de branches de conifères de houx. Le sol a d'abord été fait de sable, puis la mousse qui dissimule le socle des santons s'est imposée. On a continué de confectionner des crèches pérennes aux personnages ordinairement de faible taille, scellés dans une niche vitrée pour employer le terme ancien ou sous globe que l'on sort au temps de Noël. Quelques santonniers maintiennent aujourd'hui une fabrication de petites crèches pérennes réalisées dans une coquille d'huître ou une coquille Saint-Jacques ou bien dans une cruche éclatée. Une variante intermédiaire est la crèche toute faite ou crèche ouverte qui reposant dans un châssis ouvert ou sur un socle, un décor de rocher, grotte ou étable maison. Ces créations ont été rarement conservées à cause de la modestie de leurs matériaux trop fragiles. On a également montré au public à Marseille, Aix et Toulon, pendant les 2 premiers tiers du XIXe siècle, des crèches mécaniques faites d'automates ou des marionnettes permettant la mise en scène de la nativité. La crèche parlante disparaîtra au début de la Troisième République devant le succès des pastorales, dont la première a été créée en 1842 sur un livret d'Antoine Morel. Les amateurs construisent pendant leur loisir, et certaines paroisses des crèches mécanisées, œuvrent de patience aux multiples mouvements alors actionnés par des tourne-broches à ressort. Dans la première décennie du XXe siècle, le santon est perçu comme des éléments constitutifs de l'identité marseillaise, figés par le préemploi des moules, par le nom des termes provençaux qui servent à identifier ces personnages, par les petits métiers en voie d'extinction qui met en scène le santon perpétue des traits caractéristiques de la Provence qui s'effacent alors. L'enfant Jésus était souvent autrefois en cire, déposé sur un lit de paille et traditionnellement placé dans les tables des crèches domestiques et d'église le 24 décembre à minuit. Les rois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior, sont très richement habillés et sont rajoutés à la crèche au jour de l'épiphanie et présents au seuil de l'étable. Le ravi et sa femme, qui lèvent les bras au ciel en signe d'étonnement admiratif, perpétuent une vieille gestuelle provençale et sont nullement faibles d'esprit comme le prétendent les commentaires moqueurs actuels. Mais filles, si on vous traite de ravi de la crèche, c'est pas bon signe. La crèche marseillaise compte 3 types de bergers, le berger couché, le jeune berger portant sur ses épaules un mouton, et le berger âgé, barbu, vêtu de sa cape qui conduit le troupeau. Certains personnages tels le rémouleur, le meunier, le bohémien existaient en fait déjà dans la crèche, d'autres y sont entrés. Leur caractéristique est d'être dotés de patronymes empruntés au pastorel Morel et au Dibert. Il convient d'ajouter de nombreux métiers, le patron pêcheur qui soulève son bonnet mis au point par l'Agnel, le pêcheur à la ligne, ainsi que les chasseurs. Le santon perpétue la pratique du port sur la tête de poterie ou de panier, qui met en scène un nombre illimité de métiers, boulanger, lavandière, fileuse, bûcheron et tambourinaire. La crèche marseillaise, c'est le reflet d'une société rurale et urbaine idéalisée, figée dans le temps, où se mêlent des éléments qui n'ont rien à voir, un savant mélange qui en fait toute sa richesse et son étrangeté. Les santons ne sont d'ailleurs pas immuables. La couleur des vêtements de la Vierge ont ainsi changé au cours du XIXe siècle. La robe rouge ou rose vif et le manteau d'un bleu soutenu ont été remplacés par la robe blanche ou rose pâle et par un manteau bleu ciel inspiré par la Vierge de Lourdes. Le gros souper est le repas qui se prenait en famille le soir du 24 décembre. L'appellation n'est d'ailleurs pas totalement sortie de l'usage et demeure usitée dans quelques familles attachées aux traditions calendales qui le pratiquent encore. Néanmoins, largement présent au XIXe siècle et même au début du XXe, et demeure ignoré de la plupart de nos contemporains, remplacé souvent par un réveillon qui n'a rien de provençal. Tristesse.
Au départ, le souper suit l'usage du français classique, l'appellation dîner, qui désigne le dernier repas de la journée pour la plupart de nos contemporains, est la conséquence du décalage des heures de repas dans la haute société parisienne à partir du XVIIIe siècle. Le souper est qualifié de gros puisque, comme nous le verrons, il s'impose par la quantité et la qualité des mets servis, à la frugalité des soupers ordinaires, réduits souvent dans les classes populaires, longtemps essentiellement paysannes, à la soupe, suivie d'un fromage ou d'un modeste dessert. De nos jours, le réveillon, c'est l'occasion de festoyer, de manger avec excès, perdu le gros souper. Normalement, c'est le jour de jeûne et d'abstinence. Il ne faudrait prendre qu'un seul repas dans la journée et surtout s'abstenir de toute viande. Cependant, la prescription du repas unique est peut-être compensée par la multiplicité des plats de celui-ci. Quant à l'abstinence de la viande, on ne peut guère la transgresser. La viande fera son apparition au repas du jour de Noël avec la traditionnelle dinde et le gibier. Les plats servis viennent de la difficulté au cœur de l'hiver pour trouver les ingrédients nécessaires à un festin, même modeste. On fait appel aux légumes de saison cultivés par les paysans du terroir, choux-fleurs, épinards, céleri. De la mer, on tirera divers poissons de conserve comme les anchois ou la morue dont on compose à la maison même la traditionnelle brandade. Les œufs, permis aussi par les prescriptions religieuses, forment un complément apprécié. On pourra avoir recours à des escargots qui n'ont jamais été considérés réellement comme de la viande. Le gros souper commence par la cérémonie de la bûche, le cacciofio. Cet usage commun à toute la Provence est déjà mentionné au XVIIe siècle par François Marchetti dans son explication des usages et coutumes des Marseillais, qui parle de la bûche de Noël et décrivant précisément la cérémonie devant la grande cheminée. On avait préparé une grosse bûche, un arbre fruitier coupé dans l'année. La bûche était décorée de rubans et de rameaux. Le grand-père, assisté du garçon le plus petit de la famille, versait par 3 fois du vin ou du vin cuit, en prononçant une formule rituelle « Et se nun sian pas mai, que nun fugens pas mens » et si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. La cérémonie est liée au chiffre 3. La bûche doit tenir 3 jours et 3 nuits. Les enfants doivent faire 3 fois le tour de la table, qui a 3 nappes. Le caganis arrose de vin cuit la bûche. Sur la table aussi, une grosse miche de pain, on a réservé une part, la part du pauvre, qui avait été préparée symboliquement. Autre tradition lors du gros souper, les 13 desserts. Le numéro 13 fait référence au Christ et à ses 12 apôtres. Enfin, la plupart de ces desserts ont une symbolique biblique. Dans la continuité de la scène, il y a la pompe à huile, que l'on doit rompre et non couper, comme le fit Jésus avec le pain. Le douga noir et le douga blanc représentent les frères pénitents de même couleur. Si ces 3 desserts forment les mets sacramentels. À leur côté, les dates rappellent l'Orient des rois mages, puis autour d'elle et de la pompe, il est de coutume de positionner sur la table de Noël 4 autres desserts identifiés comme les 4 mendiants. Il s'agit de fruits secs que le cuisinier érudit suisse Joseph Fabre liste ainsi dans son dictionnaire universel de cuisine pratique, paru au début du XXe siècle. Figues, raisins de Malaga, amandes et aveline, cette dernière désignant une grosse noisette. Là encore, l'appellation mendiant est une référence religieuse aux ordres mendiants, ces congrégations nées au Moyen-Âge qui, après avoir fait vœu de pauvreté, vivaient de l'aumône. Si l'on compte séparément chaque sorte de nougat, s'ajoutent des fruits confits et des fruits de saison que chaque famille choisit à sa guise parmi les oranges, clémentines, pommes, poires, melons, etc. Dans la pratique, il arrive bien sûr que les raisins ne soient pas de Malaga et que les noisettes soient échangées par des noix. Que la pompe à huile soit remplacée par une fougasse. François Marchetti, prêtre marseillais de la fin du XVIIe siècle, évoque déjà cette tradition. Mais les desserts sont remplacés par des pains. Le soir de Noël, nous mettons sur ces nappes 13 pains, dont un qu'on appelle le pain de notre Seigneur, est beaucoup plus gros que tous les autres, qui représentent les 12 apôtres. Un peu plus loin, l'auteur de cette explication des coutumes des Marseillais précise que le pain qui représente notre Seigneur, qui est très doux, extraordinairement gros, est coupé en 3 parts pour représenter la personne et ses 2 natures, la divine et lui-même. On n'oubliera pas la coutume consistant à placer sur la table un couvert supplémentaire au cas où un étranger, un pauvre, devait arriver.
La Provence a la chance de conserver une tradition de théâtre populaire qui a disparu dans de nombreuses autres régions de France. C'est la pastorale de Noël, apparue au XVIIIe siècle, et ayant connu un sommet de production au XIXe, mais il n'en reste bien peu à vrai dire. La plus célèbre est la pastorale Morel, mais on en compte plus de 200. Certaines sont l'œuvre d'écrivains provençaux reconnus, d'autres d'auteurs plus anonymes. Toutes destinées à des acteurs amateurs et à un public populaire qui constitue, au-delà d'une langue qui peut avoir été oubliée, un témoignage de caractère bien vivant dans la culture provençale. On peut signaler l'existence des pastorales dès le Moyen-Âge, et cela dans plusieurs régions d'Europe. Il s'agit d'un théâtre populaire, on a même parlé de théâtre rural dont l'origine est religieuse, puisqu'il met en scène des épisodes tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Son rôle n'est pas de divertir, mais d'enseigner, de catéchiser, pourrait-on presque dire, puisqu'il prolonge la liturgie de l'Église au jour des grandes fêtes. Le cycle de Noël se prête particulièrement à ce genre de manifestations et drames liturgiques, chantés en latin, dans les églises. À cette occasion, on finit par sortir sur la place publique les bergers et joue un grand rôle, d'où le nom de pastoral qu'on attribue à ce théâtre dont certains nombres de textes ont été conservés. Antoine Morel est né en 1815 à Marseille, dans les vieux quartiers. Il est issu d'un milieu modeste. Après des études primaires auprès des frères des écoles chrétiennes, il est successivement apprenti tonnelier, puis au miroitier d'horreur. Il s'engage en même temps dans les sociétés de secours mutuels, où il occupe bientôt une place importante. Il participe à la création du Grand Conseil de la Mutualité, et il sera ainsi directeur du dépôt de mendicité des Bouches-du-Rhône, comme président d'honneur de la Société protectrice de l'enfance. En un mot, c'est un homme engagé dans ce que nous appelons de nos jours les associations caritatives et humanitaires. C'est aussi un écrivain et poète en français et en provençal. C'est ce qui nous intéresse surtout à propos de la pastorale. Dès la Noël 1842, la presse se fait l'écho cette pastorale qui jouit déjà d'un franc succès. Pour le reste, on consacrera sûrement un épisode à cet art si particulier, mais pas aujourd'hui pour ne pas alourdir cet épisode déjà bien garni. Santé! Quant aux sapins de Noël, leur présence aujourd'hui incontournable à Marseille, nous la devrions à des membres de l'église protestante suisse qui en dressèrent un vers 1860, puis amplifié par les Alsaciens lorrains, réfugiés après la guerre franco-prussienne, faisant souche à Marseille et reprenant leurs coutumes ancestrales dans leurs intérieurs. Sans tomber dans le mépris d'une tradition peu provençale, il faut bien dire que le sapin est resté, moins la crèche. Pourtant, l'arbre représente bien moins la Provence que la crèche. Mettez-moi des crèches de partout. La cérémonie de la bûche, le cacio-fio, a disparu comme les cheminées, au profit d'une bûche glacée ou pâtissière, création de pâtissiers parisiens en 1879, bien trop parisienne quoi. Aussi, ne la cherchez pas dans la liste des 13 desserts, elle n'y figurera pas. Marseille vit le monde, forte de multiples communautés qui vivent ensemble. La Noël est forcément plurielle et passer outre ce fait serait ne pas rendre justice aux traditions. Ainsi, on trouve les 3 églises chaldéennes, melkites et maronites qui, à Marseille, suivent le rite byzantin tout en étant rattachées à Rome. Signalons ainsi que dans la modeste Notre-Dame de Chaldée, installée en plein quartier nord, à Bois-le-Maître, l'office est toujours dit en araméen, la langue que parlait Jésus. Rue Edmond-Rostand, l'église melkite Saint-Nicolas de Myre, consacrée il y a exactement 200 ans, doit s'enorgueillir d'être la plus ancienne du rite byzantin de France. Elle offrira aux non-initiés la possibilité de découvrir l'office de Noël en arabe chanté, spasmodié, pratiquement de bout en bout. Avenue du Parc Borelli, l'église Notre-Dame du Liban datant de 1954, au moment des fêtes, elle est le point de ralliement obligé de la communauté maronite de Marseille, très ancienne mais fortement grossie par les terribles années de guerre civile. Ici encore, on pourra assister à la messe de Noël en arabe et se laisser prendre par l'orientalisme du culte. Les chrétiens d'Orient comptent aussi 2 communautés plus familières aux Marseillais, les Arméniens et les Grecs. Chez les Arméniens, les traditions de Noël sont particulièrement vivaces, sans doute en raison du rôle que joue depuis toujours l'Église dans la survie de leur culture.
L'office est dit en arménien, doté de son propre clergé et de sa propre hiérarchie. Le rite majoritaire dit apostolique arménien compte à Marseille pas moins de 8 lieux de culte, dont le plus grand, la cathédrale des Saints Traducteurs sur le Prado, est venue répondre en 1931 aux besoins spirituels des rescapés du génocide. S'y ajoute encore une église catholique et 3 autres églises évangéliques, également de rite arménien. Noël est précédé de quelques jours où il convient de manger maigre et surtout il est célébré le 6 janvier, conformément à la date de la nativité dans l'église primitive. Du coup, il n'est pas rare que les familles fêtent Noël 2 fois, le 25 décembre, avec un bon repas pour être à l'unisson de leurs concitoyens, et le 6 janvier en respectant leurs traditions propres. Le lendemain, la messe solennelle de Noël commémore non seulement la naissance, mais aussi le baptême du Christ, raison pour laquelle, à la fin de la cérémonie, l'officiant plonge la croix dans une bassine d'eau. Vient ensuite le temps des nourritures terrestres. Selon les familles et leur histoire, c'est tantôt la cuisine d'Arménie qui prévaut, avec par exemple des brochettes appelées korovats, tantôt celle de la diaspora proche orientale, beurek, feuilles de vigne, mais le lavash, le pain traditionnel, et l'anouchabour, la soupe sucrée à base de bouillie de blé et de fruits secs, aromatisée à la cannelle et à l'eau de rose, mettent tout le monde d'accord. Les Grecs sont profondément orthodoxes, par tradition autant que par religion, même pour les gens qui ne sont pas pratiquants, ni même croyants. Les rituels religieux et les coutumes qui leur sont liés restent un élément constitutif de la culture grecque pour Noël, particulièrement le signal de la fête est donné dès le 24 par les kalantas, les chants que les enfants interprètent en principe de maison en maison, aujourd'hui plutôt durant les pots de l'amitié qui abondent en cette saison. Deuxième incontournable qui entre aussi dans la phase préparatoire et repose sur la dextérité des maîtresses de maison, même si tout le monde met le main à la pâte, la confection des kourabiedes, sablés à la menthe et à la fleur d'oranger, et des mélo-macaronas, biscuits au miel et aux noix. Ils sont toujours préparés à l'avance et en grande quantité afin d'être dégustés pendant toutes les durées des fêtes. Sur le plan religieux, on retrouve ici le précepte de faire maigre au carême de Noël et se termine le 24 soir par un office religieux et un repas relativement simple. Et pour qui souhaite découvrir ce rituel où les chants sont présents, il suffit de se rendre à l'église de la Dormitio, rue de la Grande Armée, où les offices se font en grec, et ou à l'église Saint-Irénée à la Capelette, où les offices se font en français. Les cadeaux, la coutume veut que ce soit Agios Vassilis, Saint Basile, qui les distribue le 1er janvier. Tout au sein des familles gréco-marseillaises, une sévère lutte d'influence indécise entre le Père Noël et Saint Basile. La dégustation de la galette du Nouvel An, la Vassilopita, dans laquelle est dissimulée une pièce de monnaie, porte bonheur assuré pour qui la trouve. Le 6 janvier, ou le dimanche le plus approchant, la cérémonie de la théophanie, la célébration du baptême du Christ, vient conclure cette période de fête par des plongeons. La coutume veut en effet qu'après avoir béni les eaux, l'officiant jette la Sainte Croix à la mer et que des valeureux jeunes gens se précipitent aussitôt à la baille pour la récupérer. À Marseille, la théophanie se déroule devant l'hôtel de ville. En Hanouka, la fête des Lumières dans la religion juive, commémore un fait historique doublé du miracle survenu lors de la révolte des Maccabées. Après leur victoire, le second temple de Jérusalem, qui avait alors été profané, devait être de nouveau consacré. Mais pour cela, il fallait que la Ménorah, le chandelier à 7 branches, soit rallumé et brûle en permanence. Or, il ne restait que très peu d'huile à consacrer. Le miracle de Hanouka, que l'on célèbre aujourd'hui encore, et qu'elle a néanmoins duré 8 jours, le temps nécessaire pour pouvoir en refaire. En souvenir de cette histoire, un chandelier à 8 branches, la Hanoukia, est sorti pour l'occasion chaque soir à la tombée de la nuit. Pendant les 8 jours que dure la fête, les familles allument une bougie, puis 2, puis 3, et ainsi de suite, jusqu'à la 8e et dernière. Une 9e branche au centre du chandelier porte le chamak, le serviteur qui sert à allumer les autres. La Hanoukia allumée se doit être placée devant une fenêtre pour être visible de l'extérieur et brûler au moins pendant 30 minutes. Traditionnellement, les enfants se voient offrir étrennes et friandises, mais c'est plutôt à Pourim qu'ils reçoivent les joujoux. Cependant, beaucoup de familles les distribuent maintenant à Hanouka en raison de sa proximité avec Noël. Le grand repas familial reste quant à lui un incontournable, avec un rappel du miracle de l'huile, beaucoup de plats à base de friture sont confectionnés. Y a-t-il des traditions que la communauté musulmane de Marseille se doit elle aussi de respecter durant cette période de fin d'année? Basées sur les lunaisons, les grandes fêtes n'ont pas de date fixe et tombent pas forcément autour de Noël. Entre décembre et janvier, grâce à un Père Noël très laïcisé, certaines familles sont néanmoins
pris l'habitude d'offrir des cadeaux et reste dans tous les cas le nouvel an civil. Après Noël et sa bûche, voici l'Épiphanie et son gâteau. La première fête qui suit le Nouvel An. Depuis le Concordat de 1801, sa célébration est reportée au dimanche suivant le 6 janvier de chaque année. Les santons des rois mages, Melchior, Balthazar, Gaspard et leurs dromadaires s'en viennent alors rejoindre la crèche. Le gâteau en forme de couronne, saupoudré de sucre, orné de fruits confits multicolores, nous attend chez le pâtissier. Les plus intrépides se lancent dans sa confection. L'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour partager le gâteau, boire une coupe et recommencer la semaine suivante. Le gâteau en forme de couronne ne daterait lui que du Moyen-Âge. Pâte briochée assortie de fruits confits, de fines lamelles d'écorce d'orange confites et de graines de sucre dans lequel le pâtissier ou le boulanger glisse une fève. La fève est la première des légumineuses à sortir de terre au printemps. Riche de ses qualités nutritives, était cuisinée et mangée par les Romains en l'honneur de Saturne. Séchées, ces graines servaient aux Athéniens comme jetons lors des choix électifs ou de vote. Cet usage se serait généralisé dans la Grèce. Il n'est pas impossible que les Massaliotes, descendants des Phocéens, eurent recours à des fèves colorées lors de tirages au sort et comme moyen de désignation pour prendre des décisions politiques ou sociales. Le gâteau, apporté sur un plat d'argent, était coupé par un enfant qui plaçait les portions dans une assiette fine, l'une d'elles offerte à Dieu, mise de côté afin de donner à un pauvre. Les autres portions ont été distribuées aux personnes présentes, en commençant par le chef de famille et en finissant par les domestiques. Chacun ouvrait alors sa portion sur une assiette et celui qui trouvait la fève était programmé roi. Celui-ci choisissait une reine qu'il plaçait à sa droite. Plus tard, la tradition voulait que l'hôte demandait à un enfant de se cacher sous la table ou de tourner le dos à l'assemblée avant de répondre à la question « Pour qui ce morceau ?» Celui ou celle qui trouvait la fève était couronné avant de choisir son élu, à charge d'offrir un gâteau le dimanche suivant. À la fin du XIXe siècle, il est encore de tradition de réserver la part du bon Dieu à une personne isolée ou à la domesticité. Le Marseillais qui je suis regrette que de nos jours on trouve trop souvent sur nos tables les galettes des rois du nord de la France, celles toutes rondes et pleines à la pâte feuilletée et à la frangipane. Bon, elles sont bonnes aussi, hein. Mais en Provence on mange la couronne des rois. L'occasion de se voir pour le gâteau des rois se faisant tous les mois de janvier jusqu'à la Chandeleur. La Chandeleur termine ses calendales. Il faut remonter à l'an 472 pour que la fête commémorant la présentation de Jésus au temple et la purification de la Vierge soit associée aux chandelles qui lui donneront son nom. À cette date, le pape Gélase Ier s'appuie sur les fêtes païennes dédiées au dieu Pan pour organiser au nom de l'Église des processions au flambeau. La tradition prête aussi à ce pape une distribution de galettes aux pèlerins, ancêtres des crêpes et des navettes. L'abbaye de Saint-Victor ayant rayonné pendant plus d'un millénaire sur les rives de la Méditerranée et à une large part de l'Occident médiéval, c'est dans cette crypte que trône l'un des trésors de l'église de Marseille, la Vierge Noire. Il s'agit d'une statue en bois de noyer datant du XIIe ou XIIIe siècle et qui est au cœur des festivités de la Chandeleur. En effet, la Vierge Noire est traditionnellement portée en procession chaque 2 février depuis le Vieux-Port jusqu'à la basilique. Là, elle est exposée durant une semaine dans l'église supérieure avant de retrouver sa place à l'issue d'une autre procession. C'est l'archevêque qui se positionne à la tête du cortège, éclairé par les cierges verts des fidèles. Après la messe matinale du 2 février, vient depuis plusieurs décennies le temps d'une autre bénédiction, celle des navettes, ces biscuits secs parfumés à la fleur d'oranger et dont la forme oblongue rappellerait la barque qui aurait amené Marie-Madeleine sur les côtes provençales, sont en effet une spécialité marseillaise, indissociable de la Chandeleur. Voilà pourquoi le curé de Saint-Victor, puis l'archevêque de la ville, ont pris l'habitude de venir bénir le bien nommé Four des Navettes, la boulangerie voisine de Saint-Victor, qui revendique la paternité de cette spécialité. Le maître boulanger Antoine Lausière aurait pétri ses premières navettes à la fin de 1782. Mais ça, c'est une autre histoire que l'on comptera lors d'un prochain épisode. Cet épisode s'appuie essentiellement sur la revue culturelle de la ville de Marseille, et notamment son numéro 274 de décembre 2022. Je ne saurais bien entendu trop vous conseiller de vous abonner à cette revue et de la lire régulièrement.